Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire intitulé «L'autonomie pas le chaos. Comment adapter son management aux enjeux d'aujourd'hui». On est parti pour 1 heure à peu près. Donc, il y aura à peu près, je pense, 45-50 minutes de présentation et un petit peu de temps pour les questions après, si vous le souhaitez. Alors, je rappelle que cette journée, et merci à Ludovic d'avoir organisé cette journée, et au profit de Blues pour l'hôpital. Donc, n'hésitez pas à faire un don si vous le pouvez. Ce sera super. Alors déjà, qui suis-je? Donc moi, je suis Maria Ternard. Je suis coach, formatrice et facilitatrice spécialisée sur les questions de management au sein de Good depuis bientôt 3 ans. Et auparavant, j'étais moi-même manager, en l'occurrence dirigeante d'une petite structure d'une quinzaine de personnes que j'ai dirigée pendant 7 ans. Et je vais vous demander à votre tour, qui êtes-vous? Et Ludo, tu peux lancer le petit sondage qu'on a préparé juste avant. Ok, c'est bon, super. Donc 33% de manager, 17% les deux, 50% aucun des deux. D'accord, et pas de pas de manager tout seul. Super, merci. Hop, je ferme. Alors, j'ai mis là quelques questions que se pose. Donc, le sujet d'aujourd'hui s'adresse essentiellement effectivement aux problématiques, aux questions que peuvent se poser les managers. J'en ai mis là quelques-unes qui sont, c'est loin d'être exhaustif, qui ressortent finalement des différents accompagnements qu'on peut faire, des formations qu'on mène ou des coachings que l'on peut faire au sein de Good. Donc, voilà, est-ce que manager me plaît vraiment? C'est une question qui revient assez souvent. Comment manager mon équipe à distance, d'autant plus dans le contexte actuel? Comment motiver mes collaborateurs, encore plus sur des tâches ingrates? Lâcher prise? Comment faire confiance à des personnes autonomes? Voilà, toutes ces questions qui reviennent et qui nous amènent du coup à creuser ces sujets. Peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est des choses que vous avez déjà rencontrées dans votre quotidien, que ce soit en tant que manager, en tant que manager. Et là, du coup, la question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, à laquelle vous allez pouvoir répondre dans le chat Zoom, c'est vous, quelle est votre question ou votre problème du moment? Donc, je vous invite à le rédiger, enfin à l'écrire dans le chat Zoom et Ludo, si tu peux nous en lire quelques-unes pour avoir un petit peu en tête ce qui vous pose question en ce moment sur ces sujets-là. Alors, déjà, ce qui m'a amené à travailler sur ces sujets et à pas mal réfléchir autour de ces sujets de management, mon déclic, ça a été une conférence en 2014 de Jean-François Zobrist. Alors peut-être, et j'imagine que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Jean-François Zobrist, c'est l'ancien dirigeant de Favi, qui est une entreprise industrielle de sous-traitance automobile et qui est souvent citée comme une entreprise libérée. Je mets des guillemets, mais voilà, Favi est souvent cité en tant qu'exemple des entreprises libérées en France. Et Zobrist, c'est l'homme qui croit que l'homme est bon et que la confiance rapporte plus que le contrôle. Et il a développé tout un management par la confiance au sein de son entreprise. Il a largement supprimé les couches managériales pour réduire à son strict minimum. Et tout est tourné autour d'un système de valeurs très fort qui fait que ça permet aux équipes de s'auto-organiser. Alors pourquoi ça a été un déclic pour moi, cette conférence? Parce que finalement, quand je suis arrivée dans l'entreprise en 2010, j'ai mis en place un management assez classique, avec ce que j'avais appris à l'école, avec du reporting, relever les compteurs, etc. Et puis je me rendais bien compte que ça me correspondait pas. C'était pas moi. Et en plus, j'avais pas la compétence technique pour manager mes équipes, donc j'étais de toute façon obligée de leur faire confiance. Donc voilà, j'étais dans un espèce de paradoxe. Et avec cette conférence, je me suis donné la permission finalement d'essayer autre chose. Et à partir de là, j'ai expérimenté de façon peut-être un peu trop radicale au début, puisque je voulais carrément supprimer le rôle de manager. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, je me suis pris pas mal de portes, et de fil en aiguille, voilà, j'ai pu ajuster le management par l'autonomie et la confiance, voilà, tel que je vais vous le partager aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment mon déclic. Qui a été le début de mes réflexions autour de ce sujet-là.
Alors, mon intention aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important aujourd'hui dans notre contexte actuel, et je vais y revenir juste après, de faire évoluer son management. C'est que vous puissiez mieux comprendre les nouveaux rôles du manager. Éventuellement, que vous repartiez avec quelque chose à essayer. Et puis j'avais noté aussi repartir avec des pistes de réflexion à votre question du moment, qui va peut-être venir du coup au fur et à mesure de la conférence. Donc on fera une petite boucle de feedback à la fin de la conférence, du webinaire, pour savoir si on a répondu à ces points-là. Alors, déjà, première chose, c'est pourquoi faire évoluer le management et pourquoi le management classique, traditionnel, ne fonctionne plus. On vit aujourd'hui un nouveau paradigme. J'oppose, alors je vais volontairement être un peu caricaturale dans mes propos pour mieux faire passer le message. Hier, à l'époque des temps modernes, on était dans un monde assez prédictif, où on pouvait faire un plan, exécuter ce plan, et a priori, on n'avait pas trop de surprises en chemin, on n'avait pas trop d'embûches, et ça fonctionnait relativement bien. Donc, c'était l'époque des temps modernes où on utilisait essentiellement les bras plutôt que les cerveaux, et c'était aussi le royaume des ingénieurs, des experts, qui, encore une fois, faisaient leur plan, l'exécutaient de façon assez où ça fonctionnait. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est dans un monde qui a complètement changé, où il y a beaucoup plus d'incertitudes, de complexité, où il est difficile de prévoir à l'avance ce qu'on peut faire. Vous avez peut-être entendu parler de l'acronyme d'ailleurs VUCA, qui exprime bien ça. VUCA qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu, qui est un acronyme qui a été proposé par l'armée américaine après l'effondrement de l'URSS pour justement caractériser ce monde très VUCA dans lequel on évoluait et dans lequel on évolue encore plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce nouveau paradigme ? Alors, pour revenir sur VUCA, déjà, quelques définitions. Je ne rentre pas dans le détail, on peut en trouver plein sur le net, et il y en a d'ailleurs plusieurs de différentes. Hein. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur ça, mais bien de comprendre en quoi ça va avoir un impact sur le management. La volatilité, c'est les situations peuvent évoluer de manière très imprévisible et très rapide. Je pense que encore, le contexte qu'on vit aujourd'hui en est un très bon exemple. L'incertitude, c'est qu'on a une absence d'informations objectives sur une situation donnée. La complexité, c'est que le nombre d'interactions et de composants d'un système est croissant. Toutes les variables sont interconnectées entre elles, il y en a de plus en plus, ça bouge. Donc on ne peut pas avoir une relation de cause à effet simple. A va pas forcément agir sur B, A va agir sur tout un tas de variables différentes qu'on ne maîtrise pas. Et l'ambiguïté, j'ai repris une citation d'ailleurs de Christian Aumann qui dit que c'est la résultante de l'inconnu et de l'inédit. N'ayant pas d'antécédents auxquels se référer, on ne sait pas relier les effets observés à des causes certaines. Donc, vous voyez que l'idée, c'est que autant avant, on avait quelque chose d'assez prédictif, où on pouvait avoir besoin d'expertise, mais c'était assez prédictif. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Hein. Le fait d'agir a priori ne fonctionne plus, et on voit qu'une autre réponse est nécessaire. Qu'est-ce que ça implique, ça, pour un manager ? C'est que le manager, il ne peut plus tout contrôler. Peut-être qu'avant, si tant est qu'il pouvait le faire avant, mais c'était peut-être plus simple. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne peut plus tout contrôler. Les situations évoluent très rapidement et chercher à tout contrôler ferait goulot d'étranglement. Il ne peut plus tout savoir et tout anticiper. C'est plus lui qui a la science infuse. C'est plus lui qui a la meilleure connaissance. Ses équipes peuvent être peut-être plus compétentes que lui. Et en tout cas, voilà, plus il y a de cerveau et plus on a de connaissances. Ça fait le lien avec le troisième point, il ne peut plus avoir l'exhaustivité de l'information. Et donc, en conséquence, il ne peut plus tout décider sous peine de faire prendre des risques à son organisation. S'il continue à s'arc-bouter dans cette posture de sachant, de décideur, de contrôlant, il risque de faire prendre des risques à son organisation et de l'empêcher de s'adapter rapidement aux nouvelles situations qui émergent. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ce manager pour ne plus faire prendre de tels risques à son organisation ? Et bien, l'idée, ça va être de développer l'autonomie responsable de son équipe. Ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Hein. Le manager ne peut plus tout gérer.
risque à minima d'exploser en plein vol et sinon de faire vraiment prendre des risques à l'organisation. Et donc, il doit s'appuyer sur l'intelligence collective, sur les cerveaux de son équipe et plus sur les bras comme il le faisait avant. Donc, vraiment sur tous les cerveaux de son équipe qui vont être un pouvoir d'action, un pouvoir de captation de l'information d'autant plus important qu'il est mutualisé. Donc l'idée, ça va être toutes ces personnes de l'équipe, de les rendre autonomes et de les rendre responsables. Alors vous allez me dire, mais comment on fait ça? C'est bien gentil, mais comment je fais pour rendre mes collaborateurs autonomes? J'ai essayé de déléguer des choses et puis je me suis dit que ça allait marcher, puis ça m'est revenu comme un boomerang. Ça n'a pas marché. Donc comment on fait pour développer cette autonomie responsable? Déjà, avant de vous donner quelques clés là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autonomie augmente l'adaptabilité, on l'a vu, puisque plus les personnes sont autonomes et plus elles vont pouvoir réagir vite sans attendre le feu vert du chef, sans attendre forcément d'avoir l'expertise du chef, mais ça peut créer du risque. Ça peut créer du risque parce que plus les gens sont autonomes, plus ils peuvent éventuellement partir dans tous les sens, se désaligner. Et donc, ça peut être aussi une autre source de risque pour le manager. Donc, l'idée, ça va être de réduire le risque par l'autonomie, ok, mais l'autonomie responsable. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie responsable? 3 choses pour cela, pour développer cette autonomie responsable. Il faut que les collaborateurs soient sachants, c'est-à-dire qu'ils aient des compétences pour faire ce qu'ils ont à faire. Je pense que je vous apprends rien en disant ça. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours finalement forcément dans la vraie vie. Bien souvent, un collaborateur soit va pas oser vous le dire, soit vous avez l'impression qu'il est super compétent et puis il l'est pas. Bon, voilà, pour plein de raisons, finalement, il n'est pas si compétent que ça pour faire la chose qu'il doit faire. Donc la première chose, ça va être vraiment de bien s'assurer qu'il a la compétence pour gérer le projet, la tâche, la mission qu'il a à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il soit voulant, c'est-à-dire qu'il ait la motivation pour le faire. Alors, vous pouvez me dire, bah oui, mais il est payé pour faire ce que je lui demande de faire. Donc voilà, soit, c'est sûr. Mais si vous voulez vraiment réduire le risque et avoir, encore une fois, quelqu'un qui est autonome et responsable, l'idée, plus il aura envie de le faire, plus il sera moteur, plus il sera engagé et plus il le fera bien. Plus il le fera bien et plus aussi il communiquera sur ce qu'il fait. Donc c'est vraiment aussi important que le collaborateur soit voulant et donc qu'il soit OK pour faire ce que vous lui demandez de faire. Et donc c'est important de le vérifier avec lui. La troisième chose, c'est qu'il soit pouvant. Pouvant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait les moyens de faire la tâche, la mission, le projet que vous lui confiez. Les moyens, c'est pas forcément les moyens matériels, c'est pas forcément le budget, c'est l'environnement, c'est l'information, c'est les limites de délégation, c'est avoir les bons contacts avec qui interagir. C'est vraiment que le cadre dans lequel il va intervenir soit le plus clair possible pour lui. Okay. Donc ça l'est. Alors, c'est pareil, c'est pas forcément évident au début que ce cadre soit très clair, ni pour le manager, ni pour le collaborateur. Mais l'idée, ça va être, petit pas par petit pas, de le clarifier avec lui et de l'aider à ce que les choses soient les plus claires possibles pour qu'il soit le plus autonome et performant possible. Donc, 3 choses à vérifier pour qu'un collaborateur soit autonome et responsable. Vous pouvez le retenir avec un acronyme qui est SVP, sachant, voulant, pouvant. Et donc, dans ces cas-là, il pourra être en autonomie sur son périmètre et prendre les bonnes décisions. A priori, prendre les bonnes décisions. Alors, comment faire? Parce que c'est pareil, c'est très joli sur le papier, mais comment faire pour accompagner nos collaborateurs vers cette autonomie responsable, vers ce SVP? Ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça se construit marche par marche. On a modélisé ça chez Good par un escalier, qui est l'escalier du management. Donc vous voyez, c'est seulement à la 4e marche qu'on arrive à l'autonomie. Pour aller vers cette autonomie responsable, on va commencer par construire la relation avec le collaborateur, une vraie relation de confiance réciproque. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi, et progressivement, comme on a confiance, on peut se dire les choses et on peut faire part de nos exigences. Voilà. Donc, pour construire la relation, le premier outil,
Et j'en reparlerai à la fin de la présentation parce que je ferai un petit focus sur les deux premiers outils qui sont proposés là pour que vous puissiez éventuellement expérimenter. Le premier outil, c'est le one-to-one ou le 1 à 1 en français. L'idée, c'est d'avoir des temps privilégiés, informels, en tout cas pas sur des sujets opérationnels, très régulièrement, on préconise une fois par semaine, avec votre collaborateur pour que justement il puisse vous faire part de ses difficultés, il puisse vous poser des questions, vous puissiez ensemble clarifier le cadre dont je parlais juste avant et avancer comme ça, petit pas par petit pas. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir construire une relation de confiance. Deuxième marche, c'est l'exigence. La relation étant créée, on peut poser des exigences mutuelles et pour ça, le deuxième outil, c'est le feedback. Le feedback, que ce soit un feedback d'amélioration, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément satisfait de ce qu'a fait votre collaborateur, vous lui faites un feedback d'amélioration pour l'aider à progresser, pour l'aider à arriver à la troisième marche qui est le développement de la compétence, pour l'aider à prendre conscience aussi de ce qu'il a besoin d'améliorer, mais aussi des feedbacks positifs, des feedbacks de renforcement. Parce que bien souvent, quand on fait bien quelque chose, c'est que c'est facile pour nous, c'est peut-être un talent qu'on a, et donc on s'en rend pas compte. Donc en tant que manager, c'est important de renforcer aussi, de renforcer cette prise de conscience chez le collaborateur de ce qu'il fait bien, et éventuellement qu'il puisse le partager à ses collègues. Cette deuxième marche nous amène à la troisième, qui est donc, grâce à ces feedbacks et grâce à cette exigence renforcée, le développement de la compétence. À ce moment-là, le manager va vraiment étayer, grâce à l'écoute active, grâce à du questionnement, à des questions ouvertes, il va aider le collaborateur à progresser par lui-même, à trouver les propres réponses à ses questions. Donc on est là un petit peu dans un rôle de coaching, je mets des guillemets, puisque l'idée c'est pas d'être un coach professionnel, mais vraiment d'accompagner par des questions avant tout le collaborateur à trouver les moyens de progresser et plus lui donner les réponses comme vous pouvez éventuellement le faire auparavant. Et enfin, on arrive à la délégation et à l'autonomie qui permet aux collaborateurs de gérer ses tâches et ses missions en autonomie responsable et du coup progressivement de libérer le manager vers ces sujets et ces rôles de manager dont on va parler du coup juste après. Alors, donc, on voit avec cette première partie qu'on a quelques clés pour arriver à cette autonomie responsable. Donc l'autonomie, c'est super. C'est ce qu'on cherche à avoir pour, dans notre monde VUCA d'aujourd'hui, très incertain, très mouvant, pouvoir permettre à notre organisation de s'adapter très vite et pas attendre de remonter jusqu'au chef et puis de redescendre, de perdre un temps fou et de se faire passer devant par ses concurrents. Voilà. Donc, l'idée, ça va être vraiment pour développer l'adaptabilité et la performance de l'entreprise et de l'organisation, de développer cette autonomie. Donc l'autonomie, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais le risque, c'est que du coup, les collaborateurs autonomes partent dans tous les sens. Donc le manager va avoir à gérer cette tension entre l'autonomie d'un côté et l'alignement de l'équipe vers des objectifs communs. Qu'on ne soit pas tous à partir dans des directions différentes et in fine avec le risque de ne pas servir les objectifs communs de l'organisation ou de l'entreprise. Alors comment gérer justement cette tension entre l'autonomie d'un côté et l'alignement vers des objectifs communs de l'autre? On va voir justement que les sujets et les rôles du manager évoluent pour cela. Et comme il a pu se libérer du temps sur l'opérationnel en rendant ses collaborateurs autonomes, ses rôles vont évoluer. Alors, le manager, donc on cherche à avoir une équipe autonome et responsable, comme je vous l'ai expliqué, mais vraiment, finalement, autonome et responsable sur les sujets opérationnels, auto-organisée sur le temps court, sur les rôles et sujets opérationnels. L'idée, c'est pas de partir dans tous les sens, donc c'est l'autonomie, mais pas le chaos, si je reprends le titre du webinaire. C'est pas l'autogestion, c'est vraiment une auto-organisation sur les sujets du quotidien, sur les sujets opérationnels. Ce qui permet au manager de se recentrer sur le temps long, sur les sujets stratégiques de son organisation, de son équipe, de son entreprise. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que progressivement, le manager n'est plus un chef de projet. Il n'est plus un releveur de compteurs qui va, de façon très opérationnelle, très précise, regarder ce que font ses équipes, les questionner toutes les 5 minutes pour savoir où ils en sont.
encore une fois, je suis un peu caricaturale, mais volontairement, il va vraiment faire un pas de côté pour se concentrer sur des sujets davantage liés au temps long. Donc, ça lui permet d'investir pleinement ses autres rôles de management qu'il aurait éventuellement pu laisser un peu de côté. J'entends souvent des managers dire mais on a la tête dans le guidon, on n'y arrive pas, on a les mains dans le cambouis, on est dans l'opérationnel à 100% et on n'a pas de temps pour faire ça. Bah oui, ok. Encore une fois, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire par les marches de l'escalier qui vont nous amener vers l'autonomie et progressivement, plus vos collaborateurs seront autonomes et plus vous pourrez investir vos autres rôles de manager. Donc c'est pas, ça se décrète pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc les sujets au final dont le manager va avoir à s'occuper, et pour le coup, l'idée c'est qu'il ne s'occupe plus des sujets opérationnels, mais il y a 3 sujets dont il faut absolument qu'il s'occupe. Le premier, c'est le sens, la vision, le cap qu'on donne à son équipe. Encore une fois, je pense que j'apprends rien en vous disant cela, mais bien souvent, on le constate dans nos accompagnements, c'est ce qui passe à la trappe. C'est ça qui va permettre à l'équipe de savoir le matin pourquoi elle fait ses missions, de raccrocher chaque mission opérationnelle à un objectif macro et un objectif plus lointain, et de savoir vraiment pourquoi les différentes personnes se lèvent le matin. Le deuxième sujet, c'est le cadre. Le cadre d'autonomie dont j'ai parlé, les limites à ne pas franchir. Chez Favi, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ce cadre est délimité par des valeurs très fortes. Et les personnes qui ne respectent pas ce cadre sortent, sont licenciées. Hein, ça ne fait pas un pli. Alors c'est rare, hein, parce que Zobris dit que c'est que 2 à 3% des effectifs qui ne respectent pas ce cadre. Mais c'est très fort. Donc, c'est vraiment les limites à ne pas franchir. Donc ça fait partie aussi vraiment des sujets dont le manager doit s'occuper. Et enfin, les relations. C'est être vraiment veiller, être la tour de contrôle pour s'assurer que l'intelligence de l'équipe fonctionne. Encore une fois, qu'on n'a pas une série de personnes autonomes qui travaillent chacune dans leur coin et qui profitent pas les unes des autres, mais que vraiment cette équipe puisse ensemble faire quelque chose que 1 plus 1 égale 3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Donc ça, ce sont vraiment les sujets sur lesquels le manager est responsable et va s'intéresser. Pour s'occuper de ces 3 sujets, il a 3 manières de les traiter, ces sujets. La première, et 3 manières, 3 postures, quelque part. La première posture, ça va être une posture de cadrage. Sur la partie non négociable dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vais y revenir aussi dans les diapos suivantes, là, le manager va être un peu plus directif. Il y a des choses sur lesquelles l'équipe ne peut pas décider. Des politiques d'entreprise, des exigences réglementaires. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont non négociables où là, le manager va être en posture de cadrage. Une posture, alors c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, une posture d'appropriation en deuxième. Donc, une fois que le cadre est compris, on va faire en sorte que l'équipe se l'approprie. Et enfin, une posture de soutien. Alors, je vais y revenir un petit peu plus précisément. Le cadrage, comme vous voyez là avec la petite fille qui fait du vélo, c'est le code de la route. C'est ce qui est, comme je vous le disais juste avant, non négociable. On explique les enjeux, le sens, le cap que l'on veut donner, la raison d'être de l'équipe. Pourquoi est-ce que notre équipe existe et à quoi elle sert ? Ça fait partie de. Alors, si vous êtes manager dans une grande structure, c'est des choses qui vous sont. Vous avez certainement des objectifs qui vous viennent de plus haut. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez certainement votre propre vision que vous souhaitez transmettre. Donc là, l'idée, c'est de l'expliquer à ce moment-là. En phase de cadrage, on fixe ce qui est impératif ou interdit. Encore une fois, c'est vraiment le code de la route. On définit les règles non négociables et on définit les permissions aussi. Donc, c'est un peu, alors moi, on fait souvent la comparaison entre le management et l'éducation. Il y a beaucoup et l'éducation des enfants, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Mais voilà, les règles non négociables et en même temps les permissions. Et on installe un cadre de relation qui va permettre la confiance et qui va vraiment permettre l'auto-organisation de l'équipe. Ensuite,
Donc là, la posture est plutôt directive, hein. L'invitation, c'est le manager agile, le manager 3.0, le manager moderne, c'est peut-être des termes dont vous avez déjà entendu parler. Il n'est pas forcément super cool tout le temps. Enfin voilà, on peut souvent entendre ces raccourcis. Là, il a une posture quand même assez directive, d'accord. Ensuite, on va passer en phase d'appropriation. Donc là, si on reprend l'image du vélo, on aide l'équipe à prendre son envol, à décoller et justement à avancer par elle-même. Donc là, le manager va être vraiment plus dans une posture de facilitateur pour faire en sorte que l'équipe s'approprie le cadre, s'approprie le sens. Euh, et donc, il va faire en sorte que, pour ça, que chacun partage et enrichisse. Hein. Chacun peut avoir, on peut avoir des grands objectifs qui sont fixés, un cap qui est défini, mais après, chacun peut apporter sa touche et peut contribuer à enrichir cette vision et à la faire sienne. Hein. Vraiment se dire bah, pourquoi je me lève le matin et vraiment contribuer à ça. On peut avoir de nouvelles règles qui apparaissent inter et intra-équipe. L'équipe peut décider de nouvelles règles qui lui sont propres. Je prends souvent l'exemple des congés. Finalement, le manager peut dire, par exemple, bah, je veux qu'il y ait tout le temps une permanence de service dans l'équipe. L'équipe peut ensuite se dire, bah, nous, on va déterminer un binôme pour pas être tout seul. Bon, voilà, l'équipe co-construit les règles et enrichit les règles qui ont été déterminées. Et puis enfin, l'équipe va vraiment développer, avec l'aide de son manager, une compétence d'équipe pour la résolution de problèmes. L'idée, c'est que souvent, alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises quand j'étais manager, c'est que quand il y a un conflit, par exemple, au sein de l'équipe, bah, les deux personnes viennent voir le chef, disent bah voilà, ça se passe pas bien, est-ce que tu peux trancher? Bon, ok. L'idée, c'est d'aller plus loin que ça et d'aider l'équipe à pouvoir résoudre ces problèmes, ces conflits éventuels directement entre elles, entre les individus, sans toujours avoir besoin de faire appel au chef. Encore une fois, l'idée, c'est que ça s'auto-organise. C'est que les petits sujets du quotidien, les petits sujets opérationnels, on n'a pas toujours besoin de papa ou maman manager pour les trancher. Donc, encore une fois, je suis un peu caricaturale, mais l'idée, c'est aussi vraiment de développer, en phase d'appropriation, cette compétence d'équipe pour la résolution de problèmes, la résolution de conflits. Voilà. Donc là, je vous l'ai dit, la posture, elle est plutôt animateur, facilitateur de cette partie-là. Et enfin, la dernière chose, c'est le soutien, puisque même si l'équipe fonctionne super bien, même si l'équipe est super auto-organisée, c'est pas pour autant que vous pouvez partir en vacances et que vous pouvez tout lâcher. Bien au contraire, l'idée, ça va être vraiment d'être là en tant que tour de contrôle, de justement profiter du recul que vous avez pu prendre sur l'opérationnel pour entretenir la motivation, pour vraiment être vigilant via les one-to-one normalement, en l'occurrence, ou les réunions d'équipe, pour bah, voilà, détecter si quelqu'un a une petite baisse de forme, si c'est parce qu'il a besoin d'avoir de nouvelles missions, s'il a besoin de développer une nouvelle compétence. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de profiter de ce temps dégagé pour vraiment être vigilant à ça, donc vraiment être en soutien pour aider l'équipe à comprendre, à apprendre, à progresser. C'est un peu on revient à la troisième marche de l'escalier sur le développement de la compétence. Poser des questions, les aider à vraiment à prendre du recul et à toujours être finalement en amélioration continue et les aider aussi à ôter les obstacles éventuels. Donc vraiment, cette phase-là, elle peut souvent être oubliée. Moi, c'est une erreur d'ailleurs que j'ai faite par moment. Puisque j'avais une équipe qui tournait super bien, qui était super bien auto-organisée. Et j'ai eu tendance, par moment, alors en plus avec deux absences un peu longues pour des congés maternité, justement à baisser la garde à ce moment-là. Et c'est là où ça peut vite vriller. Donc vraiment, je vous invite à garder, à avoir toujours ça en tête et être d'autant plus présent que l'équipe est auto-organisée, parce que ça peut vite vriller. Donc là, la posture, elle est de balayeur, au sens où vraiment on balaye les obstacles, on balaye ce qui reste sur la route, ou de coach, encore une fois avec des guillemets, avec vraiment cette idée de questionner et d'aider l'équipe à prendre du recul.
Donc tout ça, ça implique un changement de posture. Je pense que vous devez commencer à le percevoir dans ce que je viens d'expliquer. On est, encore une fois, je suis un peu caricaturale, mais l'idée, c'est vraiment de passer d'un manager qui relève les compteurs, qui regarde ce qui a été fait, qui est très dans l'opérationnel, qui donne les réponses, qui est l'expert. Bien souvent, dans nos organisations, on passe manager quand on est expert technique soi-même. Et donc, ensuite, forcément, on est tenté, l'équipe elle-même est tentée de venir nous voir pour avoir la réponse. Et on est tenté de la donner, bien sûr, parce que ça va plus vite. Donc, l'idée, c'est de passer de ce manager-là, expert, qui pointe les compteurs au quotidien, à voilà, cette auto-organisation, à ce manager leader. Vous avez peut-être entendu parler des termes comme servant leader, vraiment au service de l'équipe pour l'aider à progresser et à être toujours plus performante, puisque c'est ce qu'on cherche, vraiment l'amélioration continue et la performance et l'adaptabilité toujours plus forte à ce qui peut se passer dans notre environnement. Et le contexte actuel nous fait bien voir, je pense que vous en êtes tous persuadés maintenant, que ça devient indispensable, puisque ça peut aller très très vite. Donc c'est vraiment l'idée. Et pour ça, l'idée, ça va être de développer son autorité d'influence. Là où on avait tendance à utiliser bien souvent l'autorité de compétence, l'autorité de compétence, c'est ce que je disais juste avant, je suis expert technique, je deviens manager, et du coup, voilà, on me respecte parce que j'ai la connaissance. Sauf que ça marche plus aujourd'hui. Ça marche peut-être encore dans certains cas de figure, mais ça va marcher de moins en moins, puisque la connaissance, elle évolue très très vite. Et l'idée, ça va être plus d'être en capacité d'apprendre à apprendre plutôt que de se dire je sais tout. Donc, l'autorité de compétence, elle marche de moins en moins. L'autorité hiérarchique, c'est vraiment le pouvoir de dissuasion, c'est celle qu'il faut utiliser vraiment en dernier recours quand on n'a plus le choix, mais qu'il faut essayer d'utiliser le moins possible au profit de l'autorité d'influence. Donc, cette autorité d'influence, elle passe par la relation dont j'ai parlé, elle passe par le questionnement, elle passe par la présence. Donc, vous voyez bien que le manager, plutôt que d'être son temps les mains dans le cambouis, il va être son temps dans la relation avec son équipe, avec l'environnement aussi, pour faciliter l'auto-organisation de son équipe. Donc on voit qu'on est vraiment dans un changement de posture, de paradigme, de rôle, et que le manager garde tout son sens. Son rôle évolue, mais il garde tout son sens. Souvent, on entend, oui, mais c'est dans nos accompagnements, si mon équipe est autonome, à quoi je sers à quoi je sers. Et c'est une question que je me suis moi-même posée, d'ailleurs, en tant que manager, puisque, comme je vous le disais, j'avais vraiment une équipe qui, au quotidien, tournait très, très bien. Et justement, il y a besoin de redonner toujours du sens, redonner toujours de la vision, toujours se re-questionner sur à quoi on sert et comment améliorer le service qu'on propose. Donc, le manager a vraiment son rôle, mais il évolue. Et pour ça, il y a besoin d'un changement de posture et certainement un lâcher-prise individuel qu'il n'est pas forcément évident d'avoir. Donc, pour récapituler, je vais récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début. On est dans un monde VUCA, comme je vous le disais, donc très incertain, qui bouge très très vite. Et je pense que vous en êtes tous persuadés, d'autant plus dans le contexte que l'on vit aujourd'hui avec le Covid et le confinement. Donc l'idée, c'est pour pouvoir s'adapter à ce monde qui bouge très très vite, d'avoir une équipe autonome et responsable. Et pour avoir une équipe autonome et responsable, on va chercher à ce que chaque collaborateur soit sachant, donc qu'il ait les compétences pour faire la mission, soit voulant, qu'il ait la motivation pour le faire, et soit pouvant, c'est-à-dire qu'il ait la bonne information, les bons moyens pour faire le travail qu'il a à faire. Cette autonomie, elle ne se décrète pas, elle se construit marche par marche, en créant la relation de confiance avec nos collaborateurs, en développant une exigence grâce au feedback, en développant la compétence et enfin pour arriver à l'autonomie. Le périmètre du manager avec cette équipe autonome évolue. L'équipe est concentrée sur l'opérationnel, sur le temps court. Le manager, son rôle se déplace vers le temps long, vers des rôles et des sujets plus stratégiques. Donc, il n'est plus un chef de projet. Son cadre d'intervention, ses sujets, ce sont le sens, le cadre et les relations. Et pour cela, trois postures à avoir, postures de cadrage pour
donner le cadre de l'entreprise, de l'organisation, de tout ce qui est non négociable, une posture d'appropriation pour aider l'équipe à s'approprier ces éléments, et enfin une posture de soutien pour être sûr qu'on est bien dans une logique d'amélioration continue et qu'à un moment, il n'y a pas quelque chose qui part de travers. Donc, les rôles du manager sont multiples, comme vous pouvez le voir, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est plus du tout un chef de projet opérationnel. Encore une fois, ça prend du temps, hein, mais ça se fait au fur et à mesure. Une citation que j'aime bien pour résumer ça, pour résumer ce qu'on a vu. Une citation de Vincent Lennart qui nous dit que, donc Vincent Lennart qui est un coach professionnel qui a introduit je pense qu'il est un des précurseurs à avoir introduit le coaching en France et qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Le Management Hybride. Cette citation vient de ce livre-là. Il nous dit que le manager crée les conditions de l'autocontrôle, il donne des protections et des permissions qui permettent aux énergies de se libérer et aux acteurs de se responsabiliser. Donc, vous voyez, ça résume bien ce qu'on vient de voir. L'idée, c'est vraiment de donner un cadre, de donner ses protections, ses permissions, de rendre l'équipe SVP pour que ça permette aux énergies de se libérer, pour que ça permette une amélioration continue de cette auto-organisation et de toujours mieux s'adapter à ce qui se passe dans l'environnement. Alors, comment faire? On a vu, une fois qu'on a vu tout ça, vous pouvez vous dire, bah oui, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers ça? Et moi-même, qu'est-ce que je peux essayer de mettre en place? Alors, vous entendez, alors, je suis désolée, vous entendez peut-être les enfants derrière. C'est les joies de la visio. La première chose, je vous en ai parlé, le premier outil, et si vous deviez retenir qu'une chose, ce serait ça, ce sont les entretiens one-to-one, un à un, avec vos collaborateurs, qui est le premier outil du management par la confiance. Donc, c'est la première marche de l'escalier, c'est par là qu'il faut commencer pour créer vraiment cette relation de confiance avec vos collaborateurs. Donc, ce qu'on préconise de notre côté, c'est des entretiens réguliers chaque semaine, puisque c'est cette régularité qui va permettre de détecter éventuellement des choses qui n'iraient pas, qui va permettre aux collaborateurs de s'interroger très régulièrement sur sa pratique. Donc c'est en tête-à-tête, c'est pas devant tout le monde, hein, voilà. C'est avec des notes pour favoriser la décharge mentale, être sûr de rien oublier, pouvoir re-questionner d'une semaine sur l'autre. Voilà, ce sont des préconisations. Je connais des managers qui prennent pas de notes, qui retiennent très bien. Voilà. Donc après, c'est aussi à chacun de s'approprier cet outil-là et à tester. Hein, ça va peut-être pas bien se passer au début, vous allez peut-être retomber dans l'opérationnel, mais l'idée c'est de tester. On préconise aussi 30 minutes par semaine. Alors, ça vous paraît aussi peut-être énorme, surtout si vous avez beaucoup de collaborateurs. On dit que la taille limite d'une équipe pour un manager, c'est 10-12 personnes, si on veut pouvoir suivre de façon qualitative chacun des collaborateurs. Donc 30 minutes, ça vous paraît peut-être énorme compte tenu du temps que vous avez aujourd'hui. Peut-être que justement, vous êtes encore énormément dans l'opérationnel et que c'est difficile de libérer ce temps-là. Encore une fois, pas de pression. L'idée, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Peut-être que dans un premier temps, ça va être 30 minutes tous les 15 jours ou, et je préconiserais plutôt ça, un quart d'heure toutes les semaines. Mais encore une fois, testez, ne vous mettez pas la pression et allez-y petit pas par petit pas. C'est un espace de parole libre, sans jugement, avec vraiment des questions ouvertes. Et la première partie du one-to-one, elle est vraiment dédiée au collaborateur qui va faire part de ses difficultés éventuelles, de ce qu'il est content d'avoir réalisé, de son actualité sans tomber dans l'opérationnel. C'est là où voilà, la frontière est toujours dangereuse et qu'il faut arriver à pas la franchir. Hein, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de prendre de la hauteur. Donc, question ouverte. Comment ça va? En quoi puis-je t'aider? Aussi revenir sur les échanges que vous avez pu avoir en collectif. Qu'est-ce que tu as retenu de notre dernière réunion d'équipe? Qu'est-ce que tu as retenu des derniers messages de notre DG, par exemple? Voilà, pour aussi vérifier la bonne compréhension, la bonne appropriation des messages qui ont pu être passés. Donc voilà, donc ça c'est le premier outil.
que je vous invite vraiment à tester si vous le pouvez pour les managers qui écoutent et pour les managers, de le proposer à votre manager si vous n'en avez pas encore, si vous n'avez pas encore de one-to-one, n'hésitez pas à essayer. C'est vraiment la première brique à mettre en place. Deuxième outil que vous pouvez expérimenter assez facilement, c'est le feedback. Alors, le feedback, c'est un outil que vous connaissez certainement déjà. On n'a pas attendu le management 3.0, le management agile, ou tous les termes qu'on peut entendre actuellement pour faire des feedbacks. Mais c'est souvent peu fait, peu pratiqué. Je le vois aussi beaucoup dans les accompagnements que je peux faire. Soit on n'ose pas faire du feedback parce qu'on a peur de braquer la personne en face, soit au contraire, on fait que des feedbacks négatifs sur la base de ce ressenti et c'est pas du tout factuel et donc la personne en face, elle se démotive et c'est pire que mieux. Donc, le feedback, donc deuxième marche de l'escalier pour développer l'exigence, comme je vous le disais tout à l'heure. Le feedback, ça a plusieurs étapes. La première, c'est d'abord de valider l'accord de la personne pour recevoir ce feedback. Si la personne n'est pas d'accord, ça ne servira à rien. Vous pourrez dire ce que vous avez à dire, ça rentrera d'une oreille, ça sortira de l'autre, et vous aurez perdu votre temps et votre énergie pour rien. La deuxième chose, quand vous faites votre feedback, c'est de remettre dans le contexte de ce qui s'est passé. Parce qu'on a tous des grilles de lecture différentes, on a tous des cartes du monde différentes. Donc, c'est important de remettre dans le contexte et pas juste de balancer de but en blanc ce que vous avez à dire, surtout quand c'est un feedback d'amélioration. Ensuite, troisième étape, c'est de lister vos observations. L'idée, c'est que ce soit le plus factuel possible. Un fait, c'est non contestable. On doit pouvoir le filmer et c'est non contestable. Si la personne en face de vous commence à contester les observations que vous listez, c'est que peut-être vous êtes dans l'interprétation et dans le jugement de valeur. Donc attention. Quatrième étape, exprimez vos ressentis. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel impact ça a eu sur vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Donc, si c'est un feedback positif, vous étiez, un de vos collaborateurs a super bien fait quelque chose, ça vous rend très heureux, ça vous rend fier, voilà. Donc voilà, quelle émotion. Donc ça nécessite aussi un petit peu d'introspection, un petit peu de travail sur soi. Donc je vous invite aussi à travailler là-dessus. Petit aparté, un feedback, ça se fait pas à chaud. Ça se fait pas non plus 6 mois après. Mais moi, je recommande de laisser 24 heures, de passer une nuit dessus, ce qui vous permet justement de clarifier ses ressentis, d'y réfléchir, éventuellement d'écrire. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'écriture quand j'ai quelque chose un feedback à faire ou une émotion qui arrive. J'écris et ça me permet de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui vient de se passer et de faire le point justement sur le ressenti, ce qui vous permettra ensuite de le transmettre à votre collaborateur. Ensuite, vous pouvez expliquer votre demande. Si vous en avez une, vous n'en avez peut-être pas, mais en tout cas, vous pouvez expliquer votre demande pour la suite et éventuellement, c'est optionnel, faire des suggestions. C'est ce qu'on appelle pour le coup un feed forward, faire des suggestions pour la suite. Si j'étais à ta place, voilà ce que j'essayerais. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment optionnel. Peut-être que vous allez préférer poser d'autres questions, comme je vous le disais tout à l'heure. Encore une fois, c'est pareil, c'est un outil qu'il faut s'approprier. C'est un outil le feedback, c'est quelque chose que je vous invite à faire très régulièrement, à pas attendre que la cocotte minute explose. Au moment des one-to-one, par exemple, ou à d'autres moments. En tout cas, toujours en tête-à-tête. Et à expérimenter. Et peut-être que vous allez vous tromper, peut-être que vous allez faire des mauvais feedbacks au départ. Et c'est pas grave. Vous pouvez aussi demander un feedback sur votre feedback, pourquoi pas. Mais en tout cas, entraînez-vous, faites-le, que ce soit d'ailleurs avec vos collaborateurs, avec vos collègues, avec votre famille. C'est un outil super précieux pour développer l'exigence dont je parlais tout à l'heure, mais aussi tout simplement pour développer la relation, pour arriver à être dans une relation saine avec la personne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment aussi un outil que vous pouvez essayer de mettre en place le plus fréquemment possible et que je vous invite à tester. Voilà. Donc on arrive au terme de cette présentation et j'avais envie de conclure avec une citation de Viktor Frankl que je trouve très appropriée dans notre contexte actuel, qui nous dit que l'impossibilité de changer une situation nous met au défi de changer nous-mêmes. Donc on le vit aujourd'hui.
on peut pas changer le monde qui nous entoure. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer, commencer à changer chez nous pour mieux nous adapter. Voilà.